Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co. Vous connaissez bien maintenant l'émission dédiée au streaming, aux plateformes et aux séries qui sortent dessus. Et aujourd'hui, on vous a concocté une émission un peu spéciale. On n'a encore pas fait ce format, mais bon, il n'est pas trop tard, même si c'est la fin de la saison ou bientôt. Pour tester des nouvelles choses, on va vous faire un grand match de la pop culture. Les sabres laser de Star Wars, les dragons de House of the Dragon et les super-héros de The Boys. On va mixer tout ça, on a l'embarras du choix en ce moment puisque chacune de ces franchises a une série, une saison qui vient de sortir. Alors laquelle est la meilleure franchise ? J'ai deux champions prêts à se lancer dans la bataille avec moi. À ma gauche, c'est sa deuxième apparition dans l'émission, elle est journaliste au Journal du Geek. Elle ne rate rien de ce qui se passe sur les plateformes de streaming. C'est Julie. Salut Julie. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Bah oui, très bien. Prête à en découdre, à défendre ton champion. On ne dit pas encore lequel tu vas défendre, mais tu as choisi ton camp. Et à ma droite, c'est aussi sa deuxième apparition dans l'émission. Il a connu l'aventure Le Stream avant de fonder le site et le podcast Le Grand Pop Culture. C'était la bonne émission pour faire venir Romain Veis. Salut Romain. Bonjour Clément, bonjour. Bonjour. Tu es chaud, tu es prêt ? Oui, carrément. Bon, ça va être fait avec beaucoup de sympathie et de bonnes intentions. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça, c'est ce que tu nous promets. On verra si tu restes aussi cordial dans le débat. J'espère donc que vous avez affûté vos arguments. C'est parti pour notre grand match de la semaine. Alors pourquoi on vous propose ce match ? Parce qu'effectivement sortent en même temps 3 séries issues d'univers phares de la pop culture. Le menu est copieux. Alors en entrée, sur Disney+, on a eu The Acolyte, on va franciser peut-être, dernière série de l'univers Star Wars qui se déroule plus de 100 ans avant la saga principale, une toute nouvelle histoire. En plat de résistance ensuite, on a commencé à regarder The Boys, la satire de super-héros qui est revenue pour une 4e saison sur Prime Video. C'est l'avant-dernière, ils ont annoncé que la 5e qui sortira peut-être l'année prochaine sera la dernière. Et un dessert royal pour terminer ce menu, House of the Dragon, la saison 2 du prequel de Game of Thrones qui a démarré sur la nouvelle plateforme Max dont on vous parlait la semaine dernière. Julie, Romain, ça fait un sacré menu. Pour préparer cette émission, je vous ai demandé de choisir votre franchise préférée, celle que vous voudriez peut-être défendre plus que les deux autres. Vers laquelle a penché votre cœur rapidement ? Moi, c'est Star Wars. J'ai choisi Star Wars parce qu'effectivement, c'est une saga qui me plaît depuis longtemps. Et même s'il y a beaucoup de choses à dire sur les choix récemment, c'est celle qui continue de me titiller et de me donner envie de découvrir ce que ça peut réserver. Peut-être celle qui a l'univers en tout cas le plus fourni, le plus intéressant à exploiter, peut-être pas toujours bien fait, mais il y a beaucoup de choses à voir et à faire dans Star Wars. Romain ? Oui, alors moi je suis aussi un grand fan de Star Wars depuis très longtemps et je me retrouve un peu moins aussi dans ce que fait Disney. Du coup, comme j'ai tout lu chez George Martin, l'auteur de Game of Thrones, j'ai aussi lu House of the Dragon qui s'appelle pas comme ça en livre, bien évidemment. Feu et sang. C'est Feu et sang, tout à fait. Du coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas aller du côté de l'Heroic Fantasy. Voilà, un champion pour les dragons, le champion de la famille Targaryen. Est-ce que tu aimes les Targaryen ? Disons que j'ai des mœurs un petit peu plus conventionnelles. C'est ça. Très bien. Écoutez, ce qui va donc me laisser la lourde responsabilité de mettre ma cape de super-héros pour défendre The Boys tout à l'heure, ça me va très bien, j'aime beaucoup les super-héros. On va procéder dans l'ordre quand même. On va commencer par Star Wars. Julie, tu as choisi donc de défendre cette galaxie très lointaine, très exploitée. Et on va commencer par The Acolyte, qui est donc l'actu, la nouvelle série qui est en cours de diffusion sur Disney+. Est-ce que cette nouvelle histoire Star Wars t'a séduite ? Plutôt, je m'y attendais pas vraiment. Pour être honnête, Disney nous a donné beaucoup de raisons de craindre à chaque fois qu'ils font quelque chose. Mais sur cette série, il y avait quand même l'envie d'explorer des recoins un peu plus reculés de la galaxie et surtout de la temporalité Star Wars. Et pour le coup, moi, j'ai été carrément séduite par le propos, par la tonalité et par les ambitions de la créatrice Leslie Headland. C'est la première fois qu'on s'éloigne des Skywalker, en fait. Tout à fait. Première série qui se passe sans aucun Anakin, Obi-Wan qui traîne, tous ces personnages des films qu'on a bien connus. Où les Skywalker n'existaient pas, parce que The Mandalorian ne fait pas directement référence aux Skywalker. Mais c'est dans la même temporalité. Ouais. Il y a la naissance du premier ordre qui commence à être évoqué. Donc en fait, là, c'est la première fois où on est dans une temporalité inédite, avec donc des enjeux qui sont assez différents aussi, parce que là, il n'est plus question d'une lutte entre les Sith et les Jedi, puisque les Sith ont disparu. Et c'est plutôt un récit d'enquête que la créatrice veut déployer au cours de ces... Donc il y a 8 épisodes, au cours de ces 8 épisodes. Et pour l'instant, moi, j'en ai vu 4. Et je dois avouer que ça marche plutôt bien sur moi.
parce que je trouve qu'il y a une attention portée aux personnages qui était plus trop là récemment. Ouais. Il y a des personnages complètement inédits qu'on avait, qui s'éloignent des carcans de ce que Star Wars fait. Et je trouve qu'il y a aussi un rythme qui parfois pêche à certains endroits, mais reste quand même assez entraînant pour que moi, ça me séduise en fait. Une bonne extension de l'univers. Ouais. On l'a dit, c'est la 6e série Star Wars de Disney+, et je compte pas les séries animées, hein, c'est la 6e, on va dire, en prise de vue réelle depuis que Disney+, a lancé cette grande extension de l'univers Star Wars. Quel bilan global vous tirez de ces séries? Vous l'avez dit tous les deux, tu l'as un peu disé aussi Romain, pas que du bon dans ce qu'a produit Disney+. Non, il y a même du pas bien du tout. Heureusement, on a quand même eu récemment Andor qui a un petit peu relevé le niveau, puisque passé les 3 premiers épisodes, on a quand même quelque chose d'assez solide avec une réécriture, une remise en scène et des acteurs qui jouent et des actrices qui jouent vraiment un rôle. J'attendais énormément d'Obi-Wan et c'était un petit peu la catastrophe. Je fais partie des détesteurs absolus de Boba Fett. Détesteur absolu, carrément. De Boba Fett et même de Obi-Wan. Ouais. Tu n'as pas aimé la course en Vespa à 2 à l'heure dans la vie? J'ai du mal avec la course en Vespa et j'ai du mal avec voilà, tout ce qu'ils ont proposé autour de ça. Et c'est dommage parce que l'univers étendu était énormément riche. D'ailleurs, Dave Filoni, qui est aux manettes derrière Ahsoka, par exemple, ou toutes les Clone Wars, etc., repioche dans l'univers étendu pour réinterpréter et remettre dans le canon officiel beaucoup de choses. Après, il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'on tourne un petit peu dans l'univers de Filoni, dans ses séries Star Wars, et je retrouve pas forcément. Donc là, je te rejoins. C'est pas encore un coup de cœur de mon côté sur The Acolyte. Par contre, je suis très content de voir une nouvelle période. Qui est des Skywalker me dérange pas en soi. C'est juste écrivez des bonnes histoires. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est la bonne idée, peut-être, The Acolyte, d'enfin sortir Star Wars de ce carcan des Skywalker, qui est pas inintéressant, mais on a peut-être trop raconté cette histoire, trop vu ces personnages. Tu l'as dit sur Obi-Wan. Tout le monde adorait Obi-Wan dans les films. En fait, tout le monde a vu la série. On s'est dit, bon, est-ce qu'en fait, on avait besoin de revoir ce personnage? Alors peut-être qu'il a été mal raconté, hein, c'est une autre histoire. Est-ce que c'est pas ça l'idée de se dire, Star Wars c'est tellement vaste, les comics Star Wars, il y a tellement de choses à lire, des choses qui se passent 1000 ans, des millénaires avant, avec les sites, est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour Disney+, se débarrasser des films, en tout cas en série? Je pense qu'il y a une liberté de mouvement qui est hyper bénéfique à la série. Je trouve qu'il y a il y a le suspense aussi, parce que quand on regarde Obi-Wan, à aucun moment on se dit que tel ou tel personnage va mourir, on sait ce qui se passe après. Et surtout qu'il y avait un peu, je trouvais dans les séries Obi-Wan, Boba Fett et même Ahsoka, ce truc de rédemption qui était beaucoup trop prégnant. C'est-à-dire qu'on sait que la deuxième trilogie, la prélogie est pas appréciée de tout le monde, et vraiment ça venait avec des gros sabots essayer de réaffirmer l'importance de ces personnages. Là où on a des personnages complètement inédits, je trouve que dans The Acolyte, en plus de ça, ça ajoute de la nuance à la lutte entre le bien et le mal qui est au cœur de... Ouais, c'est ça. Ça ajoute un peu plus de nuance. Je pense qu'il y a je crois voir un truc se profiler dans l'épisode 5 qui sera diffusé la semaine prochaine, mais j'ai l'impression que ça va un peu égratigner l'image des Jedi, et je trouve ça hyper intéressant parce que ça casse des codes Star Wars. C'est pas ultra révolutionnaire, mais ça l'est assez pour que ce soit intéressant. Et je pense que ce genre de projet, comme le sera aussi le film de James Mangold, ce genre de choses peut être hyper intéressante parce que c'est pas de la ressucée de schémas qu'on a déjà vu, même s'il y en a. Mais vous avez de l'espoir pour la suite de Disney+, et des séries Star Wars, de l'univers Star Wars? Déjà, moi j'aimerais qu'ils mettent de côté un petit peu l'écran volume. C'est cette technologie qui remplace les fonds verts et qui permet de directement projeter le décor réel pour derrière les acteurs. Alors c'est sûr que ça a des avantages en termes de production, etc. Par contre, ça enferme complètement la réalisation. On est tout le temps dans des plans droits, serrés, on se croirait presque dans des soaps. Et voilà, ça empêche les réalisateurs et les réalisatrices. Je crois que Bryce Dallas Howard s'est un peu affranchie de ça quand elle a mis la main derrière la caméra pour quelques épisodes d'autres séries, justement Star Wars. Et c'est vrai que ça manque un petit peu d'air et de grands espaces autrement que... Voilà. Donc... vers où on va, explorons de nouvelles contrées, de nouveaux univers. L'univers de Star Wars est assez grand, tu l'as dit. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a les jeux vidéo même, ou les livres qui sont abordés. Voilà, moi je rêve de voir tout ce qu'il y a dans KOTOR, par exemple, pour les plus anciens. Qui est un peu très attendu en adaptation. Je pense que tous les fans de Star Wars sont très envie de voir ce qu'on peut faire avec KOTOR, Knights of the Old Republic, qui est pour le coup très ancien en termes de temporalité. Tu parlais de grands espaces, et ça tombe bien, ça nous fait une transition toute trouvée vers notre deuxième franchise, puisque des grands espaces, il y en a dans
House of the Dragon. Ça, pour le coup, en termes de plan de caméra, on n'est pas serré tout le temps. On prend de la hauteur, puisqu'on est à dos de dragon la plupart du temps. En tout cas, il y a beaucoup de séquences très impressionnantes. House of the Dragon, on va juste résumer, c'est le prequel de Game of Thrones. Game of Thrones, on va pas reparler de Game of Thrones, je crois que tout le monde aujourd'hui est bien au courant. C'est la saison 2. Saison 1 avait été plutôt un événement qui avait bien marché, un peu différent de Game of Thrones, je pense que ça avait peut-être plus politique, ça avait peut-être interpellé les gens. Cette saison 2, elle est en cours sur Max, il y a quelques épisodes déjà diffusés. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Est-ce que c'est du niveau de ce que tu attendais? Est-ce que c'est le digne successeur de Game of Thrones aujourd'hui? Il y a 2 Game of Thrones déjà. Il y a celui qui était adapté des livres et il y a celui qui a pris un petit peu des libertés derrière à partir de la saison 6. Mais comme tu dis, on ne va pas y retourner. Qu'est-ce qu'on peut dire? On sait où on est quand on lance House of the Dragon saison 2. Moi, j'ai vu que le premier épisode de la saison 2. On retrouve ses marques directement, l'univers, l'ambiance. On sait qu'on est à Westeros. On retrouve ce générique iconique, même s'il a enfin une nouvelle, comment dire, des images. Oui. C'est une tapisserie qui est en train de se tisser, un petit peu comme celle de Baljuw, etc. Et du coup, enfin, on a un générique qui a un peu, j'ai envie de dire, de la gueule, parce que celui de la saison 1 était un peu moche. Un peu ressucé de Game of Thrones. Ouais, un petit peu. Et là, du coup, bah voilà, c'est la suite. Donc, suite au climax de fin de saison, on a le premier sang qui a été officiellement versé. Donc, c'est, j'ai un petit peu envie de dire, la réponse du dragon à la dragonnière. Et là, on est sur un épisode qui replante les bases, permet au public un petit peu moins habile, à l'aise, du moins avec l'univers, de recoller les morceaux, savoir qui est qui fait quoi. Voilà, on replace les pièces juste avant de faire la partie d'échecs. Et il y a beaucoup de pièces sur le plateau. Il y en a beaucoup. Peut-être aussi l'enjeu de ces premiers épisodes de rappeler, parce que mine de rien, la première saison est sortie il y a 1 an et demi, si j'ai bonne mémoire, ça fait long. Il y a beaucoup de choses sorties entre temps. Moi, quand j'ai vu les 2 premiers, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, oula, attendez. Et en plus, j'ai lu les livres, mais j'étais là, oula, attendez, quel Targaryen et avec qui a trahi, qui est dans quel camp, machin. C'est pas évident quand même. C'est un peu compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de dragons. Ils s'appellent tous avec des noms qui se ressemblent, mais on change les phonèmes, etc. C'est sûr que et puis il n'y a pas de résumé au début. C'est pas une série. Oui, en plus. Comme on voit ça manquait aujourd'hui. Peut-être au premier épisode d'un last season, avec un peu de 2-3 minutes on vous remet les meilleures images. Mais il n'y a pas ça sur HBO en général. C'est dommage. Et donc du coup, voilà, moi je suis content de voir dès le premier épisode qu'il y a des petites erreurs, pas des erreurs, mais des regrets qu'on pouvait avoir en saison 1 qui sont déjà un peu corrigés. À savoir qu'on est peut-être un peu moins enfermé, on voit des grands espaces, on voit d'autres régions, on n'est pas enfermé dans le donjon rouge ou dans d'autres palais, etc. Et puis il va falloir voir comment la suite s'inscrit. Moi je connais le livre, donc je vois un petit peu... Le livre promet de grandes choses. Oui, voilà. Promet du sang, beaucoup. Beaucoup. Et puis après, il faut voir un petit peu, il faut savoir qu'House of the Dragon, c'est pas Game of Thrones, on n'est pas dans la même période, les mentalités ont changé entre-temps, on est quand même une décennie de prise de conscience globale sur la pop culture entre les deux. C'est pas les mêmes personnes aux commandes. Donc moi j'avais beaucoup aimé les 4 actrices principales qui se succédaient pour jouer les rôles des 2 reines adolescentes et enfin les 2 reines, les deux qui cherchent le pouvoir au fond, et adultes. Donc voilà, maintenant je suis content de voir des dragons qui ont des formes différentes pour pouvoir les identifier. Oui. Et puis voilà, il y a un moment où on sent qu'il faut que le coup d'envoi parte pour changer de dynamique peut-être. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que House of the Dragon, c'est quand même une série de grande qualité, très bien jouée. Il y a des moyens assez conséquents mis dedans aussi. Donc, effectivement, les dragons, toutes les séquences de bataille qu'ils peuvent avoir, il y en aura notamment dans la saison, je pense, qui seront assez impressionnantes. Julie, est-ce qu'au-delà de ça, ça apporte vraiment quelque chose à Game of Thrones? Est-ce que c'est une série où, si on a vu Game of Thrones, on a forcément besoin de continuer avec, ou c'est un peu accessoire, quoi? C'est du remplissage aussi. En revanche, je trouve que c'est assez intéressant à suivre. Pour moi, je pense pas qu'il faille absolument regarder House of the Dragon pour comprendre tous les ressorts de Game of Thrones. C'est pas ultra lié. Il y a même dans Game of Thrones, ils spoilent quelques trucs de House of the Dragon. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve que la dynamique, elle change, comme tu disais, c'est beaucoup plus politique, donc c'est plus bavard aussi. Oui.
Et il y a une approche qui est assez différente aussi. C'est beaucoup plus froid, je trouve, dans l'approche des conflits et des dynamiques entre les personnages. On a un truc un peu plus historique, où on raconte... il est moins question de comprendre, de choisir entre les verts ou les noirs, plutôt que de comprendre ce qui motive leur conflit et comment ils vont s'en sortir. Donc je trouve ça assez intéressant. C'est un peu bavard, je trouve, à certains moments. Mais moi, je trouve que ça marche. C'est intéressant que ce soit bavard d'ailleurs, puisque le livre, Romain, tu m'as placé pour savoir, est une chronique. Donc il y a très peu de dialogue en fait, alors que la série justement est très bavarde là-dessus. Et ce qui me fait vous poser cette question, c'est-à-dire que tu l'as évoqué, le fait qu'il y a 2 Game of Thrones. Déjà, il y a eu le Game of Thrones adapté, assez fidèlement ou pas. Moi, j'avais pas lu les Game of Thrones, mais en tout cas plutôt bien adapté des livres. Et quand il manque ce dernier livre qu'on attend depuis très longtemps, 2 même, forcément les créateurs de Game of Thrones ont dû prendre des libertés sur la fin pour faire leur propre fin quelque part, qui sera ou non validée par les livres derrière, probablement pas, mais la qualité d'écriture s'en est ressentie. On a vu que c'était plus la même chose en termes de finesse de personnages notamment. Là, on a encore adapté le livre, mais bon, George R.R. Martin n'écrit plus beaucoup. Est-ce que c'est un univers? On sent que HBO a quand même une vache à lait, tu vois, là, il y a une poule aux œufs d'or entre les mains qui vont peut-être pas lâcher parce que monsieur n'écrit plus. Est-ce que c'est un univers qui peut vivre sans son créateur? On a vu que ça pouvait être compliqué. Après, il faut avoir l'envie et le temps de l'adapter. Je crois que George Martin, lui, il voulait 12 saisons de Game of Thrones pour tout raconter. Finalement, HBO était plutôt pour, puisque ça marchait hyper bien. C'est plutôt Benioff et Weiss qui, eux, voulaient partir vers de nouvelles aventures, puisqu'ils n'ont pas eu lieu, dans une galaxie très lointaine d'ailleurs. Donc, je pense que ça peut vivre sans Martin à partir du moment où on fait ça un peu bien. Là, il a clairement pas mal de zones qui sont remplies par les showrunners et ça marche plutôt bien, c'est dans l'esprit. Comme tu le disais, oui, le livre, il est très différent. C'est des faits, c'est des chroniques historiques et en plus, elles sont souvent racontées par plusieurs personnages. C'est-à-dire que le narrateur nous raconte... alors, un tel historien avait dit que, et tel historien, lui, avait dit que, et le fou du roi, lui, a aussi écrit des chroniques, a raconté que. Et c'est vrai que ce flou dans le livre est intéressant. On ne dit jamais lequel nous dit la vérité. Lequel dit la vérité, alors que là, à chaque fois, ils choisissent. Et ils nous montrent des choses qui sont des fois que des rumeurs. Donc c'est vrai que des fois, moi je suis un peu déçu par ça dans House of the Dragon, mais sinon, on va voir, il y a l'adaptation d'une nouvelle. Qui a été annoncée il y a très peu, hier il me semble, au moment où... Oui, en fait on le savait, mais il y a eu des premières images. Il y a eu une série avortée, celle-là moi elle m'intéressait, c'était sur la première grande nuit, avec la première attaque des marcheurs blancs et tout ça. Voilà, il y a eu celle de Jon Snow, je crois qu'elle est un peu en ballottage. Donc, on sent qu'effectivement HBO a la volonté quand même de continuer à attirer ce fil Game of Thrones tant qu'il batte le fer, tant qu'il échoue, j'ai envie de dire. Juste voilà, le faire avec parcimonie et talent plus que de faire trop vite, tout le temps. Star Wars avec Disney. Ou comme Marvel. Justement. Tu es le roi des transitions aujourd'hui. On croirait que tu as écrit cette émission avec moi. Puisque donc on va parler de super-héros pour terminer notre dernière franchise. Et c'est à moi que revient la terrible responsabilité de lancer le débat là-dessus. Puisque donc il y a la saison 4 de The Boys qui est sortie. The Boys, c'est un peu l'autre grande franchise pop du moment. Pas forcément attendu, on connaît tous les super-héros Marvel, les super-héros DC, et c'est finalement aujourd'hui peut-être eux les plus populaires, The Boys, en tout cas en série. The Boys, on va replacer, c'est une série, on va dire un peu en marge, un peu cynique, qui brise le 4e mur aussi beaucoup vis-à-vis des super-héros. On n'est pas dans du classique, on est plutôt du point de vue de gens dans une société où les super-héros sont partout, sont acceptés, sont des stars, sont marchandisés aussi par une entreprise qui s'appelle Vought, qui gère leur image, qui gère tout ce qu'ils font, même leurs missions qui sont parfois pipotées. Et on suit donc les Boys, un groupe qui décide que ça suffit. Les super-héros n'ont pas à régir le monde comme ça. C'est pas parce qu'ils sont nés avec des pouvoirs, et encore nés, on va mettre des gros guillemets maintenant, qu'il faut accepter tout ça. Et donc ils vont se lancer dans une quête sanglante. On peut dire, voilà, là, on est un peu comme dans Game of Thrones. Là, pour le coup, le sang, il y a ce qu'il faut. C'est pas vraiment pour les enfants. Moi, j'ai beaucoup aimé The Boys. J'avais lu les comics avant et je dois dire que j'ai pas du tout été déçu par l'adaptation. C'est presque même mieux, moi, j'ai trouvé que les comics. Les personnages sont assez géniaux. Enfin, Butcher, même Yui, qui au début a pas forcément un charisme de fou, devient très très attachant par la suite. C'est une série qui est bien écrite, en tout cas jusqu'à la 3e saison. La 4e est en cours. Moi, j'ai vu le début de la 4 sans qu'on tourne un petit peu en rond. Malgré tout, on commence à raconter des choses qu'on a déjà vues. Mais c'est une série qui fait aussi le parti pris d'être très politique, de nous raconter peut-être cette Amérique post-Trumpiste que peu de séries, on va dire, très populaires ou de pop culture ont envie d'affronter de face. C'est un peu compliqué la politique aux États-Unis, notamment du côté de Disney, par exemple, qui est souvent accusé d'être très woke aujourd'hui. Voilà, moi j'ai envie de défendre The Boys parce que je trouve que c'est la bonne façon de raconter des super-héros aujourd'hui.
qu'on a peut-être fait le tour des séries Marvel, des Batman à répétition. Alors certes, on peut raconter Batman toujours plus sombre, toujours plus dépressif, toujours plus enfermé dans la Batcave. Peut-être que c'est pas la bonne solution. Après, est-ce qu'on peut raconter des super-héros de façon cynique, de façon répétée? On va peut-être arriver à faire le tour aussi au bout de cette saison 4. Ils ont annoncé que la 5e sera la dernière. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est pas une série qui a vocation, je pense, à perdurer dans le temps, comme pouvait l'être Game of Thrones, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de The Boys? Est-ce que c'est une série qui vous convainc? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure série de super-héros pour vous, Julie? Je pense que c'est la plus ambitieuse et la plus audacieuse surtout. Elle aborde des thématiques qui sont bien évitées par Marvel et puis par DC, mais bon, les séries DC, elles sont moins présentes aujourd'hui. Au point mort aujourd'hui, ouais. Mais c'est plus intéressant, je trouve que ça hésite pas à y aller, quoi. Ça tape dans le lard. Et moi, ça me plaît, parce que je trouve que pour parler des super-héros, comme tu le disais, on a parlé beaucoup de choses sur les super-héros, le poids de la responsabilité d'être un super-héros, le traumatisme familial qui motive, t'as envie de secourir la veuve et l'orphelin. Là, on a un truc où les super-héros, c'est les antagonistes, et je trouve ça plus intéressant, et où même les héros sont, donc ceux qui combattent les Seven, sont pas des héros à proprement parler. Non, sont très critiquables tous un par un, effectivement. C'est cynique, c'est malin, et je dirais même que ça va à des endroits où on l'attend pas, notamment sur des questions de féminisme. C'est un truc qui est ultra catalogué baston gros mots, et je trouve qu'il y a des belles idées de thématiques à évoquer, et moi ça me plaît plutôt bien. Et d'ailleurs, Eric Kripke, le créateur de la série, a été alpagué par des fans sur les réseaux qui disaient mais c'est quoi cette série qui est devenue de plus en plus woke, c'est pas ça les super-héros, et Homelander, d'où Homelander c'est le méchant alors que Homelander ça devrait être Superman, etc. Il leur a dit si ça vous plaît pas, on va passer les mots qu'il a dit, mais en gros, allez voir ailleurs. Moi, je fais ce que je veux. Est-ce que c'est une bonne idée aussi pour toi, Romain? Est-ce que c'est ça aujourd'hui, les super-héros? On a fait le tour de Marvel, de DC. Il nous faut peut-être du sombre, peut-être aussi plus ancré dans la réalité, parce que les personnages qu'on suit ne sont pas les super-héros. Finalement, c'est pas aux super-héros qu'on s'attache dans The Boys. Je pense qu'il y a de la place pour les deux. Après, moi aussi, je suis un très grand fan de ce que fait Eric Kripke. Je défends corps et âme Supernatural depuis très longtemps. J'aime beaucoup son ton irrévérencieux, son côté parodique, cynique, etc. Et sa fidélité à son groupe d'amis. On voit les acteurs d'une série qui passent dans l'autre. On retrouve le même crew qui revient, etc. Pour le coup, pour te répondre plus précisément, je pense que, comme je disais, il y a de la place pour les deux. Il y a une super-héros fatigue, je crois pas. Je crois qu'il y a eu des histoires moins intéressantes avec des super-héros et des super-héroïnes plutôt de bande touche. Voire de tribune. Ouais, voire de CFA, tu vois, c'est un peu compliqué. Voilà, depuis Endgame, c'est vrai que ça patine un petit peu du côté du MCU. Il y a eu plein de raisons à ça, on va pas revenir. Voilà, c'est une alternative, mais elle existe en comics, chez Dark Horse par exemple. On n'est pas chez DC ou chez Marvel, et pourtant ça peut coexister. Donc j'aime bien justement le fait de mettre de vraies questions, prendre de la hauteur, comme tu disais, avec des sujets importants, et de le faire à travers la pop culture. Pour moi, c'est ça qui est important. Dans l'heroic fantasy, c'est la même chose. On peut dire qu'il y a des personnages qui affrontent des dragons, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que des gens le fassent. Et pourquoi? Donc, voilà, moi, je suis assez fan de ce qu'ils en font. C'est vrai que c'est à mettre devant tous les yeux. Mais voilà, 5 saisons, je pense que emballer pesé, c'est bien. Et puis le spin-off est pas mal en plus. Geneviève, effectivement, que j'ai beaucoup aimé également, qui régénérait encore un petit peu The Boys, et qui sert de lancement aussi pour cette saison 4. Il y a des éléments qui sont incorporés au fur et à mesure. C'est la fin de ce match à 3. Voilà, il y a eu des très bons arguments dans tous les camps. Je ne sais pas s'il y a un gagnant. S'il y en a un, dites-le nous, vous qui nous avez regardé dans les commentaires sur YouTube. C'est l'école des fans, un peu, on a tous gagné. Exactement. Tu vas nous chanter une chanson? Oh là. Tu sais pas à quoi tu t'exposes. Alors, on va faire ça après l'émission. On va déjà terminer avant de se faire censurer. On va faire ça avec nos séries de la semaine, les recos de nos invités. Allez, Romain, avant que tu nous chantes une chanson, une fois que le générique sera passé, on va d'abord parler de séries, et ton coup de cœur du moment pour Sugar. Ouais, c'est sorti en avril sur Apple TV+. Je l'ai rattrapé il n'y a pas longtemps. J'ai essayé de faire ça très rapidement. Juste, si vous aimez les polars, les films noirs, où vous avez ce héros un peu tourmenté, avec une voix off qui doit résoudre une enquête d'une disparition, qui prend ça trop à cœur et qui se noie dans une affaire, regardez cette série Sugar, avec Colin Farrell qui est présent et là à tous les plans, qui est incroyable d'ailleurs. Voilà, c'est beaucoup d'épisodes qui sont réalisés par Fernando Meirelles.
Donc Fernando Meirelles, je me suis mis une petite note. C'est La Cité de Dieu, c'est The Constant Gardener par exemple. Il y a des plans magnifiques, une bande de son à se damner. On dirait des fois des peintures de Hockney ou vraiment de peintres américains. C'est ultra bien réalisé. Et c'est rare que je me fasse autant balader sur une intrigue. D'accord. Là, vraiment, j'ai pas vu où on voulait m'amener. Du début à la fin, on se fait tellement que l'écriture est ciselée. Donc voilà, voilà, ce plan-là, c'est sur du Radiohead. En plus, c'est parfait. Là, celui sur la piscine, c'est incroyable. Voilà, regardez Sugars. Je pense qu'elle sera nommée un peu partout l'année prochaine. Enfin, pour les prochaines saisons de récompense. Et si elle l'est pas, c'est pas normal. Voilà. Eh ben, tu viendras pousser un coup de gueule à ce moment-là, si c'est pas le cas. Mais tu nous as donné très envie de regarder Sugar. Moi, j'ai pas encore eu le temps, mais ça fait partie effectivement de ma petite liste. J'aime beaucoup Colin Farrell. Il y a donc 8 épisodes. Tout est sorti. À voir sur Apple TV+. Ouais, tout simplement. C'est ça. Eh bien, merci Romain. Julie, toi, tu as redécouvert une série. Tu vas nous faire redécouvrir du coup, puisqu'on parlait la semaine dernière du lancement de la nouvelle plateforme Max, plateforme de Warner, qui vient avec un fond de catalogue assez riche, et notamment des séries qu'on n'a pas vues ou qu'on avait oubliées. Et notamment The Newsroom, série qui a été diffusée initialement entre 2012 et 2014. C'est ça. Déjà 10 ans. Oui, c'est ça. C'est une série d'Aaron Sorkin, donc le scénariste de The Social Network. Et alors, on suit une équipe d'une émission de JT dont le présentateur, qui s'appelle Will McAvoy, pète un peu un câble pendant une conférence et il est plus trop en odeur de sainteté. Et le producteur décide de lui nommer une nouvelle assistante de production pour repenser l'émission. Et franchement, c'est un mélange entre le drame, la comédie. C'est une série de bureaux. C'est hyper bien fait. Ça décortique le quatrième pouvoir aux États-Unis, qui est les médias. Ça décortique aussi des événements réels, concrets de l'histoire américaine des années 2010 sous le prisme du journalisme. Comment on aborde ça, comment on se confronte à la concurrence quand on est sur un network où il faut quand même faire des audiences. C'est brillant en termes d'écriture. Je trouve que ça nous rappelle aux belles heures des séries qui s'amusent de leur format, qui teasent quelque chose ou qui donnent une information au début et qui n'y reviennent pas avant la fin de la saison. C'est vraiment très fort. C'est drôle. Les dialogues sont ciselés et on se retrouve à pleurer plusieurs fois aussi. Quand on se demande même pourquoi, parce qu'il y a un entrain, les personnages sont attachants. Et moi, j'ai adoré. J'ai regardé les 3 saisons, les 25 épisodes en quelques semaines et trop bien. Et alors, pour le coup, c'est vraiment une série dont on peut plonger dedans très vite. Il suffit de regarder la scène d'ouverture qui est assez culte dans le monde des séries aujourd'hui. Moi, je l'ai vue plusieurs fois sans avoir vu le reste de The Newsroom. Je me suis toujours dit que cette série devait être incroyable, rien qu'avec cette scène. Effectivement, regardez juste ça. Même si vous n'avez pas Max, que vous hésitez, allez sur YouTube, tapez opening scene, scène d'intro, The Newsroom. C'est assez fou. Jeff Daniels, l'acteur principal, est génial. Vraiment, ça donne envie de regarder The Newsroom. Il y a 3 saisons en plus, c'est pas très long. C'est très rapide. Ouais, c'est ça. C'est très rapide et c'est surtout très passionnant, donc on s'ennuie pas une seule seconde. Et ben voilà, si vous vous êtes abonné à Max, si vous l'avez eu dans votre offre Canal avec l'arrivée de la plateforme, franchement, foncez. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés sur Max. On en déplorait un peu la semaine dernière. Ça peut faire partie des choses à regarder ou à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Merci Julie, merci Romain d'avoir été avec moi pour ce grand match. Romain, reste là parce que je crois que tu dois nous chanter encore, reste 30 secondes avec nous. D'ici là, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Si vous avez raté celle-là, elle est en podcast, disponible partout, YouTube, Spotify, les plateformes, le site de Tech & Co évidemment. À la semaine prochaine.